Vive le clan d'Hubert, qui s'en va sifflant soufflant pour te prendre par derrière. Hey! La fée! Quelle gracieuse créature! Quelle emmerdeuse plutôt! On la retrouve un peu partout en Europe et ce depuis des temps immémoriaux. On a aujourd'hui une idée assez précise de ce à quoi ressemble une fée, mais beaucoup de créatures peuvent se rattacher à elle. Comme les sirènes. Commençons par définir la féerie, qui est tout ce qui a attrait au monde et au pouvoir des fées. Le terme fée vient du vieux français fée ou fae, qui découle du latin fata, qui signifie destin. On rattachait les fées, autrefois, au parc de la mythologie romaine. Mais comme elle a tout pompé à la mythologie grecque, je vais plutôt vous parler des moires. Moire vient du grec moire, qui signifie littéralement portion du dessin assignée à chaque homme. On ne peut pas être plus clair. Si, avec Vanish. On dénombre 3 moires. La première est Cloto qui tisse le fil de la vie. La seconde est l'Achésis qui le déroule. Et la dernière, Atropos, le coupe. On retrouve la même chose chez les parcs, à ceci près qu'elles se nomment Nona, Dekima et Morta. Pour les 3 les plus récalcitrants, il s'agit d'une jolie métaphore de la vie. Même si la fée est commune à toute l'Europe, il existe des foyers, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui présentent des conceptions un peu trop différentes. Malgré ces conceptions un peu trop différentes, on reste sur la base commune d'un être féminin doté de pouvoirs magiques, qui vient sur notre monde pour s'intéresser aux pouvoirs mortels et influer sur leur destinée. L'origine des fées est assez confuse et vos historiens n'en finissent pas avec leur théorie à la moire moelle. J'évoquerai simplement la théorie de Colin du Plancy, écrivain du 19e, qui affirme que les fées sont des réminiscences des druidesses de l'ordre païenne. Ces druidesses connaissaient les secrets de la nature et pouvaient changer les humains en animaux. Hein? Tu fais moins le malin, Rose. Tu fais moins le malin. On les considère comme gardiennes de la nature, mais on les attribue également aux forêts, aux puits, aux cavernes et aux torrents. Elles sont l'âme des lieux étranges et inquiétants. Comme Cthulhu dans Erlaïef. En France, on la décrit comme une femme belle et parfaite, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle, à travers les contes, qu'on la conçoit avec une grosse paire de Elle, baguette magique. En Angleterre, c'est la même chose, à ceci près qu'on affirme que ses habits sont verts. Un serre-injure. Et on la considère également de petite taille et avec des ailes. J'adore les enfants. Par contre, en Allemagne, elles sont laides. Et elles ont des attributs animaliers, comme des écailles de poisson. J'adore les morues. Au fil du temps, on discerna plusieurs archétypes de fées, qui sont plus ou moins bénéfiques pour l'homme. La première étant la fée marraine, que l'on rencontre depuis le Moyen-Âge, et dans les contes tels La Belle au bois dormant, Cendrillon ou Podane. A son opposé, nous avons la vieille fée, dite la fée Carabosse, qui est laide et repoussante, et bossue. Touchez ma bosse, monseigneur! Oh mon Dieu, un bossu! Elle a visiblement les humains dans le collimateur, et croyez-moi, lui toucher la bosse ne vous portera pas chance. Elle vient distribuer des malédictions au berceau des nouveau-nés, comme le Père Noël. On la rapproche de la déesse de la discorde romaine. Au moins, il est sûr que son physique est au diapason de ses intentions. La dernière fée dont je veux vous parler est on ne peut plus agréable. C'est la fée amante, que l'on croise dans les forêts et qui attire les hommes pour leur donner du plaisir. Bonjour, je suis la fée du bois de Boulogne. On m'appelle la fellation. Mais attention, il y a des conditions, et si vous y pliez pas, il y aura des sévices. Je suis une vilaine pieuvre, fouette-moi! Il arrive que des fées enlèvent des enfants. C'est même pour ça qu'elles sont connues originellement. Et elles les remplacent par des changelins. Et c'est quoi un changelin? Eh bien mon cher, il s'agit d'un enfant fée, ou d'un morceau de bois, animé par magie, que la fée met à la place d'un enfant qu'elle enlève. Rose, c'est un enfant fée ou un bout de bois magique? Par ailleurs, rassurez-vous pour ceux qui se posent la question, messieurs, dames, il existe une version Ken de la fée. On l'appelle le féto. Oui, je sais que ça ressemble un peu à un crapaud quand on dit ça comme ça, mais détrompez-vous. Non, vous avez raison,
C'est encore plus moche qu'un troll ce truc-là. Pour ceux qui souhaiteraient s'en débarrasser, sachez que le fer fait fuir les fées. Cela agit comme un poison sur elles. Cela explique certainement pourquoi elles sont moins nombreuses aujourd'hui. Sinon, les insecticides marchent pas mal. D'ailleurs, leur poudre magique est excellente. Faut que j'aille prendre vraiment la raille. Léo, tu peux prendre la relève? Comment ça, la fin est bâclée? C'est important d'y croire soi-même ou de vouloir y croire. Cette citation de Pierre Dubois, éminent auteur des encyclopédies des elfes, des fées et des lutins, est aussi un fervent défenseur de l'elficologie. L'elficologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est la discipline qui tend à étudier les créatures imaginaires qui peuplent le collectif de chacun ou nos contes et légendes. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous allez vous apercevoir assez vite que je vais utiliser dans les épisodes à venir le terme elficologue pour un bon nombre d'auteurs et d'illustrateurs. Quoi qu'il en soit, celui qui nous intéresse aujourd'hui est une icône du monde féerique. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce qu'il défend une certaine vision de l'imaginaire et de l'elficologie que je défends moi-même. Issu de la culture pop depuis les moires et jusqu'aux sorcières, le conte, et plus particulièrement le conte de fées, possède une fonction cathartique. La purge des passions en gros. Les personnages que l'on peut y rencontrer sont le reflet de nos peurs ainsi que de nos angoisses. Mais comment rencontrer des fées, me direz-vous? Eh bien comme le disait Gaston Bachelard... Bon, t'as pas fini avec tes références littéraires? Les êtres cachés et fuyants arrêtent de fuir quand on les appelle par leur vrai nom. Ouf, le beau! Il suffirait donc de connaître leur nom pour être invité dans leur monde. Donc on va s'attarder sur le mot fée, qui vient du mot fatum qui désigne la destinée. Mais à la base, cela avait un autre sens au Moyen-Âge. Cela voulait dire enchanté, ce qui prend tout son sens. Il y a quand même un truc qui me titille la nouille. C'est qu'au fil des siècles, on n'a pas réussi à fixer une vraie définition des fées. Donc à défaut de vous faire une liste de 3 km de long qui va vous emmerder autant que moi, je vais prendre des exemples extrêmement pertinents. Bon, comme vous le savez, la fée, ou l'une des fées les plus connues en tout cas, est certainement la fée Clochette. Oui, vous savez cette espèce de petite luciole à la con là, qui vole un peu partout, qui s'emmerde et qui emmerde Peter Pan et tous les autres. J'ai jamais compris aussi pourquoi dans un film pour gosses, ils nous la présentaient toujours à poil et le cul à moitié à l'air. Pour en revenir à des préoccupations beaucoup plus pratiques, la fée Clochette est certainement ce que l'on peut faire de mieux en termes de fée moderne. Elle est petite, mignonne, juste à la bonne taille pour vous envoyer de la poudre de perlimpinpin dans la gueule, et ne sait même pas parler un foutu mot de français. À la bonne taille, c'est ça. En ce qui concerne les mangas, nous avons un autre exemple avec le manga Fairy Tail. Alors pour tous les fans qui nous regardent, évitez de me molester, de me flageller à coups de saucisson et de boudin. Ce serait cool, parce qu'il m'est arrivé extrêmement souvent de suivre ce manga et je l'aime plutôt bien. Mais putain, comme publicité mensongère, y a pas mieux vraiment. On s'attend à voir des fées et tout ce qu'on a, c'est des ados anorexiques et des filles au gros seins. Bon, c'était peut-être pas un si bon exemple que ça, et je me demande vraiment ce qu'ils prennent chez Fairy Tail. Pourquoi pas une guilde avec un petit vieux comme chef? Ouais, pourquoi pas. Et puis il y aurait des filles super canons avec des gros boobs et à moitié à poil tout le temps. Ah ouais, ça me fait plus déjà. Et puis aussi un chat avec des ailes parce que c'est mignon les chats. Ouais, c'est pas faux. Et puis ils auraient tous des pouvoirs magiques. Il y en aurait une qui utiliserait des cartes, un autre qui utiliserait du feu, un autre de la glace, et puis une fille avec des énormes boobs encore et avec une armure. Ouais, j'aime bien, mais quel est le rapport avec les fées? Il n'en a pas. Quand on parle des fées, on pense généralement à leurs attributs. La drogue! Mais saviez-vous que toutes les fées n'en possédaient pas de pouvoir magique, et qu'il fut un temps, il y était tout autre? Par exemple, Dame Hall est une fée qui apparaît chaque année, pendant les 12 nuits, entre Noël et la fête des rois. Sa propriété principale est de conduire un cortège similaire aux esprits du cosmos. Sachant que Hall, en vieux scandinave, signifie les portes de l'enfer. Donc la rencontrer pendant ces 12 nuits est généralement un mauvais présage. Elle se nourrit de voies lactées ou à défaut de bouillon de légumes. Et je ne déconne pas, vraiment, quand elle a plus de voies lactées, elle prend du bouillon de légumes, oui. C'est l'auteur Charles Delin qui fait une référence dans Les Contes d'un buveur de bière, et avec un titre pareil, je vous assure que ça ne peut être qu'une référence des plus sérieuses. Non. Outre les parcs, les moires, ainsi que les fées marraines à la sauce Disney, nous avons 3 exemples de ce que l'on appelle des fées historiques. Et des fées F et ES, hein, pas fées... Ah bah, vous m'avez compris. Ah, et comment passer à côté de Mélusine? Non mais t'as vu la taille de son cul? Surnommée la fée bâtisseuse, Mélusine est certainement l'une des 3 figures féeriques les plus connues au monde, avec Viviane ainsi que Morgane. Fille de Persine et sœur de Mélior et Palestine,
Palestine, sérieusement? Maudite par leur mère pour lui avoir désobéi, Mélusine fut transformée en serpent en dessous du nombril, et ce pour tous les samedis de sa vie. Que faire pour? Elle se maria avec un roi du nom du seigneur Raymondin, et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça rime avec Ragondin, qu'elle prévint de ne surtout pas la voir le samedi. Malheureusement, le seigneur Raymondin, ou Ragondin, enfin comme vous voulez, enfreignit la règle. Une fois qu'il la découvrit dans son habit de serpente, ou de serpent, enfin bref, il fut choqué, tandis qu'elle poussa un long cri de plainte. Avant de s'enfuir. Par la fin. Et elle tomba. Non, mais ça aurait pu se passer. On va passer à la fée Vivienne désormais. Connue dans les contes arthuriens pour avoir charmé Merlin, on la connaît plus souvent sous le pseudonyme de la Dame du Lac. Certains la considèrent comme maléfique, mais il ne faut pas oublier que c'est l'amour qui la poussa à libérer Merlin. Donc après ça, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut la considérer comme mauvaise. Petite anecdote marrante, la légende raconte qu'elle se nourrit de mûres autour de la tombe de Merlin. Elle est belle, fourbe, tentatrice et sans aucun doute pétée de pouvoir. Et on va finir par Morgane, ma préférée personnellement. À la fois femme savante, fée sylvestre, nymphe des vagues, sorcière, enchanteresse et experte des 7 arts, et pour les plus malins qui me demanderaient, les 7 arts représentent le quadrivium et le trivium, une forme de scolarisation au Moyen-Âge. Tous ces titres, Morgane est celle qui a la capacité de guérir tous les maux, excepté ceux de son cœur. Vous vous rendez compte? C'est la fée ultime! Elle est super belle, super intelligente, et elle a des putains de pouvoirs, mais à part ça, elle est vouée à rester malheureuse toute sa putain de vie. Le rêveur des fées doit savoir cela avant de se laisser conduire vers les lointains domaines, dont les insaisissables accès font parfois reculer. Cette citation de Pierre Dubois représente assez bien le danger que peut représenter le monde féerique. Car au milieu de toute cette poudre et ce faste féerique, se cache un mal encore plus vicieux encore. La Banshee est certainement un très bon exemple d'une fée qui ne vaut mieux pas croiser, mais alors pas croiser du tout si vous voulez mon avis. Bon déjà, elles partent mal parce qu'on nous les décrit comme messagères de mort et dénuées de tout sentiment. Ça fait beaucoup quand même. Ensuite, excusez-moi, mais si je rencontrais ça dans la rue, je vous jure que je ne lui proposerais pas un café. La particularité d'une Banshee, c'est son cri, et ce dernier nous est décrit comme, je cite, « un lugubre hurlement de chien noir de l'enfer ralliant sa meute à la curée ». Rien que ça. La Banshee, c'est donc un peu la vieille bique qu'il y a au coin de ta rue et qui arrête pas de gueuler sur toutes les voitures qui passent en dessous de sa fenêtre. Ouais, ça sent le vécu. Hein. Ouais, malheureusement. Malgré tout, la Banshee n'en demeure pas moins une fée. Il fut un temps où cette prophétesse était synonyme de joie et de bonheur, et où son chant était comparable à celui des oiseaux. Les légendes restent toutefois évasives quant à ce changement radical de comportement. Et voilà. Moi je sais. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous foutez chez moi, d'abord? Alors en fait, c'est très simple. Toi, mon pote, tu vas tomber sur un os. Je ne crois pas, alors.